C'est simple pour gagner de l'argent avec des actions. Il suffit d'acheter une bonne société et payer un prix pas cher pour elle. Qui a dit ça? César Paiva, un des meilleurs investisseurs de l'histoire du Brésil. Et aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce qu'il fait pour dénicher les meilleures sociétés, quelles sont les stratégies et les principes d'investissement. Récemment, j'ai fait une vidéo par Luis Barsi Filho, les meilleurs investisseurs à dividendes de la planète. Cette vidéo, c'est la vidéo la plus regardée de la chaîne. Et cette série des vidéos par les meilleurs investisseurs du monde recommence avec César Paiva. Je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, analyste financier, diplômé par la Société française des analystes financiers et sur cette chaîne, nous parlons d'investissement de long terme. C'est la chaîne faite pour vous si vous voulez investir de manière correcte avec une bonne stratégie. Restez avec moi parce que je vais dénicher tout ce que vous voulez pour bâtir un portefeuille rentable en utilisant les principes de César Paiva. Ah, et la vidéo des Barsi, les plus gros investisseurs à dividendes de la planète, est dans la description de cette vidéo. Sur mon écran, vous allez voir la photo de César Paiva. C'est un Brésilien. Il habite à l'état du Paraná, le même état où je suis né au Brésil aussi, à la ville de Londrina. C'est curieux parce il travaille dans une ville un peu éloignée de São Paulo et Rio, qui normalement sont les villes choisies par les gérants des fonds d'investissement. Et sa façon d'investir, ça raconte beaucoup sur son profil personnel. Il n'aime pas rester au milieu des autres stars de la finance brésilienne. C'est pour ça qu'il reste un peu éloigné des villes importantes de la finance brésilienne. Sur l'écran maintenant, vous allez voir la rentabilité de son fonds d'investissement. Il a fait 1949% par rapport à 263% de l'indice brésilien. Donc, il a battu l'indice brésilien par 8 fois sur la période de 2008 jusqu'à 2024. Bientôt, on va revenir sur la performance annualisée. On va regarder un par un de sa performance. Mais avant tout ça, on va jeter un œil sur des autres principes et critères et comment César Paiva a commencé ses investissements. En 2008, César Paiva a créé un groupe d'investissement. Ça veut dire, ça c'était pas vraiment professionnel. Il n'était pas gérant d'un fonds. Mais il a commencé à manager tellement bien son groupe d'investissement parce qu'au Brésil, ça permet, en fait, la loi brésilienne permet d'une personne de manager l'argent de ses amis dès que ces groupes ne dépassent pas une quantité limitée de personnes, comme 30 personnes ou 50 personnes. Ça dépend, en fait, de la règle de l'état où il habitait. Et en fait, il a performé tellement bien qu'il a eu l'idée, en fait, de créer un fonds d'investissement. C'est comme ça qu'il a créé les Real Investor, donc l'investisseur réel. Cette phrase, ces noms étaient choisis par rapport les phrases que Warren Buffett a toujours utilisées. L'investisseur doit être réel. Il doit investir sur des business réels. On doit vraiment analyser une société si elle est rentable, pas endettée, avec un prix intéressant et faire des investissements dans la vie réelle. Et c'est ça que je vous invite à faire, de faire des investissements pour le long terme avec un biais des partenaires des sociétés. Une façon de comparer un portefeuille par rapport à des autres portefeuilles, ou sinon comparer la performance d'un fonds d'investissement par rapport à des autres, c'est en regardant les graphiques qui montrent la rentabilité par rapport à la volatilité. La volatilité, elle est mesurée surtout comme un variable des risques. Vous allez voir sur mon écran maintenant. Et l'indice Ibovespa, c'est l'indice brésilien. C'est comme par exemple les CAC 40 en France mesure la performance de la France. L'indice Ibovespa va mesurer la performance de la bourse brésilienne. Vous pouvez remarquer que la volatilité de la bourse brésilienne est assez élevée, proche des 25%. Juste pour faire les comparatifs, en France, on a cet indicateur de volatilité plutôt proche des 16%, 15%. Donc évidemment, un marché sous-développé va être beaucoup plus volatile. Mais vous allez remarquer que les Real Investors, les fonds d'investissement, il a une rentabilité accumulée beaucoup plus importante, surtout depuis 2008, mais avec une volatilité inférieure, donc un peu moins de 20%. Donc ça veut dire que c'est moins volatile et beaucoup plus rentable que l'indice brésilien. Les belles performances ont assuré des prix importants pour les fonds. Sur plusieurs années, il était les meilleurs fonds du Brésil. Et en fait, il a gagné beaucoup de prix en montrant qu'il a la meilleure rentabilité par rapport aux risques pris par les investisseurs. Et bon, quelle est la méthode d'investissement? Dans quelques minutes, je vais vous montrer les principes d'investissement, mais tout se base sur la marge de sécurité. C'est quoi la marge de sécurité? J'ai déjà fait un live par rapport à ces sujets, des vidéos. Je vais laisser dans la description également. Vous pouvez regarder cette vidéo en complément de celle-là. Et sur l'image ici sur mon écran, vous allez voir. Les prix d'une société, c'est une chose. La valeur d'une société, c'est une autre chose. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut payer pas cher sur les prix de la société cotée en bourse, mais on veut acheter de la valeur. Donc ça veut dire on veut payer pas cher sur les prix de la société, mais on connaît une valeur cachée. On sait que la société peut valoir beaucoup plus par rapport à son prix actuel. C'est ça qu'on appelle des valeurs intrinsèques. La société peut avoir une valeur intrinsèque supérieure
au cours boursier. Et c'est ça qu'on appelle les value investing. Ça veut dire on va acheter des sociétés value qui sont sous-cotées par rapport à la vraie valeur qu'elles ont dans la vie réelle. Et normalement, elles sont sous-cotées par rapport des ratios de valorisation. Combien de fois une société vaut par rapport à la richesse qu'elle génère? Combien de fois la société vaut dans la bourse par rapport aux résultats nets qu'elle génère? Normalement, les marchés vont avoir une moyenne. Par exemple, les marchés américains, en moyenne de cet indice-là, les PER, les Price Earnings Ratio, donc combien la société vaut dans la bourse par rapport à son résultat net. Aux États-Unis, cette moyenne reste actuellement proche des 25. Historiquement, proche des 20, 21. En France, on a cette moyenne proche des 16. Donc, ça veut dire que les sociétés dans la bourse vaut 16 fois les résultats nets qu'elles génèrent. César Paiva et les investisseurs value, comme Warren Buffett, ils vont choisir des sociétés qui possèdent en fait cette valeur de valorisation, ces ratios inférieurs à la moyenne. Ça va assurer d'avoir une marge de sécurité. Ça veut dire on peut acheter pas cher et même si la société peut baisser un peu, elle ne va pas baisser tellement comme les sociétés qui sont déjà chères en prenant en compte ces ratios. Sur l'image suivante, je vais vous montrer les filtres, les critères qu'il va utiliser pour acheter les sociétés. Laissez la pouce bleue parce que ça donnait de travail pour traduire tout ça, pour montrer ici pour vous exactement comme c'est affiché sur les sites du fonds d'investissement. Donc ici, d'abord, on a les actions éligibles, évidemment. Ils vont créer un filtre quantitatif, donc ça veut dire des sociétés qui sont plus rentables, peu endettées, avec des bons ratios de valorisation. Ensuite, les filtres qualitatifs, ils vont regarder les managements de la société, les plans d'action pour les futurs de la société. Ensuite, ils vont faire une étude approfondie, ça veut dire ils vont analyser vraiment les fondamentaux de manière détaillée de la société et finalement, ils font la décision d'investissement. Mais il y a beaucoup plus de détails entre les nuances et les étapes ici, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour acheter la société, la gestion doit être compétente et alignée avec les actionnaires. L'historique doit être cohérent, donc avec des perspectives favorables, un rendement élevé sur les capitales investis, des avantages concurrentiels durables, un faible endettement, la liquidité doit être adéquate et les prix doivent être attractifs. Comme j'avais dit, il y a plusieurs étapes dans ces filtres. Et ici, il y a les processus d'investissement. Donc, ça commence par l'étape numéro 1. Toute idée d'investissement doit avoir une logique. Donc, ils vont passer environ 10 jours à analyser la société pour comprendre la situation actuelle. Ensuite, il vaut la peine de consacrer même 1 à 2 mois pour analyser de manière approfondie une société. La deuxième étape, c'est découvrir environ une vingtaine de sujets. Donc, ils vont faire la lecture des formulaires de la société, des derniers résultats. Ils vont en fait contacter la direction de la société. Ils vont faire l'analyse sectorielle. Donc, tout ça, ça passe dans l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 2 aussi, ils vont commencer à faire les calculs des prix intrinsèques de la société. Combien la société vaut dans la vie réelle par rapport à la valeur de la société en bourse. L'étape numéro 3, c'est très intéressant. Ils vont en fait créer un PDF, un document avec les résumés de toutes les informations qu'ils ont cherchées pendant des semaines et des mois. Et donc, un groupe d'analystes qui travaillent pour les fonds vont commencer à questionner les informations qui sont dedans. En fait, certains analystes vont défendre la société et des autres vont attaquer les fondamentaux de la société. Et c'est comme ça que les gérants principaux, César Paiva, il va jouer les rôles des juges. Il va arriver à la conclusion s'il vaut la peine d'ajouter la société ou pas. Mais ça continue. Il y a quelques étapes avant d'ajouter la société ou pas dans les portefeuilles. Après cette discussion, dans l'étape numéro 4, ils vont en fait se poser la question suivante. Est-ce que cette société que nous sommes en train d'analyser, elle est meilleure que les sociétés qui sont déjà dans les portefeuilles? Parce que si dans les portefeuilles, toutes les sociétés sont meilleures que celle-là, il n'y a pas de raison d'ajouter une nouvelle société. Et ça, c'est une chose intéressante pour vous, investisseurs particuliers. À la place de simplement ajouter une société parce que vous aimez bien cette nouvelle société, vous devez réfléchir. Pourquoi pas ne pas louer cet argent sur une société que j'ai déjà aime bien, qui a un bon potentiel et qui est déjà dans les portefeuilles. La nouvelle société doit arriver pour ajouter quelque chose d'intéressant. Elle doit améliorer les portefeuilles en termes des ratios et des qualités. L'étape numéro 5, c'est la partie vraiment pour ajouter la société dans les portefeuilles. Faire des achats glissés pour ne pas ajouter beaucoup de poids dans un seul coup et donc ils ont une vision des partenaires de la société sur les longs termes. Et la dernière étape, c'est simplement les managements de portefeuille. Ils vont en fait régler les poids des sociétés, ils vont analyser les prochains résultats, ils vont analyser de manière constante les fondamentaux. Et donc, il y a un contrôle des risques. Ils vont faire la marge de sécurité, donc les calculs des marges de sécurité est actualisé au moins une fois par semaine. Ils vont faire attention à une diversification appropriée et surtout attention aux biais comportementaux. Par exemple, les biais de la passion quand l'analyste ou les gérants ou l'investisseur est passionné par une société et laisse tomber un peu les fondamentaux. Il faut faire attention à ces biais comportementaux de chaque investisseur. Dans la présentation des Real Investors sur les PDF qui expliquent la façon d'investir de fonds d'investissement, il y a cette phrase intéressante ici. Les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que la métrique la plus importante n'est pas leur rendement, mais les rendements obtenus par rapport aux risques qu'ils ont pris. Dernièrement, rien ne devrait être plus important pour les investisseurs que la capacité de bien dormir la nuit. C'est pour
ça que vous devez avoir une stratégie adaptée à vous. Et si vous voulez une stratégie adaptée à vous avec la formation la plus complète et plus que ça, un consulting 1 par 1 avec moi et mon équipe, vous avez les liens de préinscription dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va jeter un œil avec un peu plus de détails sur les performances annualisées du fonds. Comme vous avez vu précédemment, les fonds les fait presque 2000% par rapport les 263% de l'indice brésilien. Mais nous allons jeter un œil à droite sur les tableurs à droite. Vous allez remarquer qu'en 2009, les fonds ont fait 159,2% de rentabilité contre 82% de l'indice du marché, 76% de différence. Vous allez remarquer qu'en 2014, les fonds ont fait moins 19% et les marchés ont fait moins 2,9%. C'est une des seules années que l'indice du marché a battu les fonds par une différence de presque 16%. C'est pour ça que vous devez faire attention. Même Warren Buffett, Peter Lynch, César Paiva, Luis Barsi Filho, William Higgins, il y a des années que la performance elle n'est pas meilleure que celle du marché. Il faut regarder sur une période de long terme, au moins des moyens termes. Et là, les fonds ont fait ses preuves. En 2016, les fonds ont fait 58% contre 38% du marché. En 2019, les fonds ont fait 58% contre 31% du marché. En 2023, 39% contre 22% du marché. Donc, il y a beaucoup d'années que les fonds ont fait une différence de 15-20% par rapport aux marchés. C'est pour ça qu'il a réussi à accumuler tellement de différences d'alpha par rapport à l'indice boursier brésilien. Bon, par rapport à la taille des sociétés de portefeuille, remarquez ici avec moi qu'il y a des sociétés qui pèsent moins de 2 milliards de reais brésiliens. Il y a une vingtaine, une trentaine de pourcents des sociétés qui restent entre 2 et 10 milliards de reais brésiliens. Et il y a environ aussi 50% de portefeuille avec des sociétés qui pèsent plus de 10 milliards de reais brésiliens. Avec les taux d'échange actuels, 1 euro vaut 6 reais. Donc en fait, vous allez remarquer ici qu'il y a beaucoup de sociétés de taille petite et taille moyenne. Et donc la moitié, on va dire, ce sont des small cap et l'autre moitié, ce sont des big cap. Donc c'est un investisseur qui investit avec une façon value, mais en fait, il n'a pas choisi d'ajouter dans les portefeuilles seulement des sociétés de telle taille. Il n'est pas un investisseur small cap ou investisseur à big cap. Il est simplement un investisseur value qui va trouver des opportunités, peu importe la taille de la société. À droite, vous allez remarquer par rapport à les pourcentages des poids des sociétés dans les portefeuilles. Les top 5 sociétés de portefeuille pèsent environ 25%. Donc, et les top 20 sociétés de portefeuille vont peser environ 80% de portefeuille. Donc, c'est un portefeuille diversifié, mais bien concentré sur les top 20 sociétés. Et comme n'importe quel fonds sérieux et n'importe quel portefeuille sérieux d'investissement value, c'est un portefeuille qui se compare avec les ratios fondamentaux du marché. Donc, si les marchés ont une marge nette, par exemple, de 7%, un investisseur value qualité, il veut que son portefeuille puisse avoir une moyenne de marge nette supérieure à la moyenne du marché. Si les marchés ont un niveau X de dette, il veut un niveau de dette inférieur à la moyenne du marché. Donc, ça, c'est une façon d'augmenter la probabilité de succès d'un portefeuille. N'oubliez pas, si vous faites du stock picking, vous choisissez vos actions. En fait, quand vous allez bâtir les portefeuilles, ce que vous voulez, c'est augmenter la probabilité mathématique de gagner du marché. Et pour ça, vous devez avoir des fondamentaux meilleurs que les fondamentaux du marché. Remarquez cette image ici. Vous allez voir que les PR, c'est les premiers graphiques ici en haut à gauche, ok? C'est les price earnings, donc c'est les prix boursiers par rapport les résultats nets que la société génère. La moyenne du fonds, c'est 7,5 et la moyenne du marché brésilien, c'est 13,1. Donc, les sociétés sont sous-évaluées par rapport à la moyenne du marché. La même chose par rapport les price to book, donc les prix sur les actifs, c'est les graphiques du milieu ici en haut. Vous avez à droite les ROI, les Return on Equity, donc la rentabilité sur les capitaux propres. Il a 18% et la moyenne du marché brésilien, c'est 11,4. Vous avez en bas les graphiques des dettes. Donc, pour les deux variables ici, les dettes nettes par rapport les patrimoines et les dettes nettes par rapport les bitas, il a une moyenne inférieure au marché également. Cette tableur ici, il va comparer les principaux fonds d'investissement brésiliens par rapport à l'indice Ibovespa. Vous pouvez remarquer que la ligne Ibovespa de l'indice, elle est rouge ici. Et donc, les fonds qui sont dans la partie supérieure à cette ligne, en dessous, ils sont des fonds normalement qui performent mieux. Et donc, les fonds qui sont en dessous de la ligne Ibovespa sont des fonds qui performent pas bien. Vous allez remarquer que dans la première ligne, c'est Real Investor, donc les meilleurs fonds. Si vous allez regarder un par un sur des fenêtres d'une année, 3 ans, 5 ans et même par rapport à la volatilité. Donc, ça fait 16 ans que c'est les meilleurs fonds d'investissement du Brésil, mais de loin. Et bon, qu'est-ce qu'il y a dans son portefeuille? Et là, il faut que je fasse une parenthèse. Les marchés brésiliens, il est bien différent d'un marché européen. Dans l'indice brésilien, il y a beaucoup de banques, des sociétés d'énergie et des sociétés de construction. Ça, c'est la base de la bourse brésilienne. Donc, forcément, il va avoir beaucoup de sociétés de ces secteurs aussi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer les 10 principes qu'il utilise pour choisir ces sociétés et je vais vous montrer même les top 10 sociétés du CAC 40 en utilisant les critères de César Paiva. Mais avant de vous montrer ça, regardez ici. Il a 14% des banques dans son portefeuille, 12% des
sociétés d'énergie, 11% des constructions immobilières, 8,6% des sociétés qui vont produire et fabriquer des pièces automobiles pour des machines, etc. 7% sur les pétroles et ensuite les autres secteurs vont peser moins de 7%. Et bon, maintenant, on va regarder rapidement les top 10 principes qu'il utilise pour faire des investissements rentables. Le principe numéro 1, c'est la valeur intrinsèque doit être supérieure à la valeur du marché. Donc, en calculant les prix cibles de la société, on doit trouver une marge de sécurité. On doit être sûr que la société qu'on ajoute dans les portefeuilles a au moins une vingtaine de pourcents d'avantage par rapport aux prix actuels. Donc, si la société elle est cotée dans la bourse à une vingtaine d'euros, par exemple, on doit acheter une société qui doit valoir, d'après nos calculs, au moins 24 ou 25. Ça va nous assurer qu'on a une marge de sécurité, donc un potentiel élevé. Le principe numéro 2, c'est que le business doit être simple, facile à comprendre. Et je vais vous montrer un cas de succès tout à l'heure. Vous allez remarquer que lui, il aime bien des cas simples et des sociétés qui peuvent avoir une augmentation des recettes et des résultats nets par rapport des ventes qui peuvent être supérieures grâce à une expansion régionale ou même à l'international. Mais le business doit être simple à comprendre. Même un enfant doit être capable de comprendre ce que la société elle fait. Le principe numéro 3, c'est la base de l'investissement des sociétés pérennes. La société doit avoir des avantages concurrentiels. Ça veut dire qu'elle doit avoir un pouvoir de négociation avec les fournisseurs et les clients. Marque bien établie que normalement les clients vont pas changer rapidement par rapport à un concurrent. Le principe numéro 4, c'est un management compétent. On peut mesurer les managements en utilisant les ratios ROI, les retours sur les capitaux propres. Mais les fonds d'investissement de César Paiva, ils vont loin dans l'analyse du management. Ça, c'est une astuce importante. Analyser qui est dans la direction de la société et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'historique de la société, même quand ils ont travaillé sur des autres sociétés. Le principe numéro 5, c'est proche du principe numéro 1, mais il y a une petite différence. Marge de sécurité importante. Donc, ça veut dire que pour acheter, la marge de sécurité doit être importante, mais pendant toute la phase que la société reste dans les portefeuilles, la marge doit être importante encore. Donc, ici, c'est un management par rapport à la marge de sécurité. Une fois que la marge de sécurité est perdue, la vente doit être réalisée au moins pour assurer une partie de la plus-value. Le principe numéro 6, c'est la base. Cette chaîne, elle s'appelle Club de valeur investir à long terme. Les principes numéro 6, c'est d'investir sur le long terme, avoir de la patience et de la discipline. On va pas vendre une société quand elle fait 10% des plus-values. On veut qu'elle fasse 100%, des 100%. Et pour ça, il faut la garder dès qu'elle respecte les principes d'avoir la marge de sécurité élevée, des bons fondamentaux et aussi des bonnes prévisions sur le long terme. Les principes numéro 7, c'est d'avoir une diversification modérée. Ça veut dire que votre top 5 ou top 10 sociétés doit avoir un poids important. Vous devez être sûr des principales lignes que vous avez dans les portefeuilles. Ça sert à rien d'avoir une trentaine ou quarantaine des lignes, chaque ligne avec 2-3% maximum. Donc, comme William Higgins il fait aussi en France, un des meilleurs investisseurs de l'histoire de la France, les principales sociétés doivent avoir un poids plus important. Les principes numéro 8, analyse fondamentale approfondie. Et si vous voulez avoir la formation la plus complète et approfondie d'analyse fondamentale, vous avez les liens dans la description, comme j'avais dit, pour faire les consultings et gagner comme un bonus notre formation d'analyse fondamentale. Vous avez notre e-book gratuit aussi qui explique les principaux fondamentaux de la bourse. Donc, il y a une série des ratios fondamentaux qui sont expliquer en détail et comment vous pouvez les trouver, interpréter. Il y a un e-book gratuit ici dans la description de cette vidéo également. Connaître les ratios fondamentaux, c'est essentiel pour faire des bons investissements sur le long terme. Parce que les fondamentaux vont permettre de connaître si la société elle est rentable, si elle n'est pas endettée, il a une bonne valorisation. Les principes numéro 9, c'est d'éviter à tout coup les sociétés qui sont très endettées. Parce que les sociétés endettées peuvent faire faillite beaucoup plus rapidement. C'est les principes que Peter Lynch nous a appris également. Et les principes numéro 10, c'est que les sociétés doivent avoir un potentiel de croissance soutenable. Ça veut dire, ça sert à rien d'avoir de la croissance pendant 2 ou 3 ans. La croissance doit être sur le long terme, une croissance pérenne. Et c'est à partir de ces 10e principes que je vous montre un cas de succès de César Paiva. Si vous connaissez les tongs, les sandales Havaianas, bon, c'est la société Alpargatas qui possède en fait les droits des Havaianas. Comme vous savez, tous les Brésiliens possèdent au moins 1 ou 2 ou 3 paires de tongs Havaianas. Donc la croissance était un peu limitée. Mais César Paiva était le premier analyste brésilien à reconnaître que la société pouvait se développer à l'international. Et quand la société avait un prix plus bas, avec un PR inférieur à la moyenne, il a commencé à accumuler de l'action de la société. Et même il a fait une réunion avec les directeurs de la société, il a proposé pourquoi pas essayer de se développer à l'international. À la fin, cette marque peut se développer à l'étranger comme en fait l'objet clé de la culture brésilienne. Et bon, ça fonctionnait hyper bien. Aujourd'hui, Havaianas sont partout dans le monde et la société s'est développée dans le monde entier. Un
business simple à comprendre, très rentable et avec une croissance pérenne sur les long terme. Un autre cas de succès, c'était aussi la société WEG des moteurs électriques. C'est une référence mondiale. Et aussi l'effet de partir à l'international, ça a permis à la société d'augmenter 10 fois dans la bourse son cours. Et donc César Paiva a fait un gros coup sur WEG également. Et bon, en respectant les principes de César Paiva, voici les top 10 sociétés du CAC 40 qui respectent les principes que j'ai cités tout à l'heure. Louis Vuitton, Air Liquide, Danone, Essilor, Schneider, Total Energy, Vinci, Sanofi, Hermès et Kering, qui respectent les critères des PR, ROI, dette, des avantages concurrentiels en respectant exactement les principes que j'ai montrés tout à l'heure dans la vidéo. Évidemment qu'on doit faire attention toujours à la marge de sécurité, parce que la marge de sécurité peut changer tous les temps, parce que les cours des sociétés changent également. Voici la vidéo Piper César Paiva. Si vous avez bien aimé, likez la vidéo, partagez avec vos amis et cliquez sur les liens de la description pour faire votre préinscription pour notre communauté d'investissement et notre consulting personnalisé. Je vous attends sur la prochaine vidéo.